Donc on va parler des tropicotrognes, entre guillemets. Essayez de le dire 10 fois d'affilée, vous allez voir, c'est assez difficile. Je vais prendre deux cas d'études, la Martinique et la Guyane. Juste rapidement, là, donc il y a trois structures importantes sur ces deux filières, en Martinique et en Guyane. CIMAP4, donc c'est notre bureau d'études, on travaille sur le développement agricole, forestier et agroforestier. La SEA, l'agroforestière, qu'on a créée avec ma femme il y a peu en Guyane, qui est porteur de projets de banque de semences forestières en Guyane. Et Albioma, qui est un industriel important dans les Outre-mer, qui des fois est premier producteur devant EDF d'ailleurs, et qui aujourd'hui est principalement axé sur des centrales thermiques avec de la biomasse renouvelable. Voilà. Alors, deux cas particuliers, j'ai passé 80% du temps de la présentation sur la Martinique et 20% sur la Guyane, sur une petite ouverture. Ça ne concerne pas réellement les trognes, mais en tout cas, c'est une initiative qui peut y contribuer. En Martinique, historiquement, elles ont toujours existé, elles font partie du paysage. En Guyane, ce n'est pas le cas, et puis je vais vous détailler ça un petit peu après pourquoi, et d'ailleurs c'est un petit peu surprenant. Alors, je ne m'attarde pas sur ce slide-là, je l'ai mis parce que je pense que le PowerPoint va être diffusé, mais c'était important de préciser tous les partenaires que l'on a sur ces filières-là. Il y a des coopératives agricoles, il y a des instituts techniques, il y a des centres de recherche, il y a des associations, il y a des centres de recherche internationaux, des entreprises privées comme Semillas y Bosques là en bas. Voilà. Alors, le premier cas, la Martinique. Alors, Martinique, c'est un petit territoire qui fait 110 000 hectares environ, 387 000 habitants, et qui a une grosse problématique d'érosion de la surface agricole utile. On est passé dans les années 80 de 40 000 hectares à peu près 21 000 hectares. La haie, ça fait pleinement partie du patrimoine agricole, paysager et touristique de la Martinique. C'est des haies fonctionnelles généralement. Alors quand je parle de haies aujourd'hui, je parle de linéaires arborés, je parle de ripisylves, je parle d'arbres champêtres et je parle de bois agricole aussi, les petits bosquets. Les haies agricoles en Martinique, elles sont toutes traitées, soit par voie naturelle ou soit par voie artificielle, comme des trognes. C'est Alain qui le disait il y a 2 jours en arrière. Quand on prend des cyclones dans le visage, que ça casse, que ça repousse, que ça casse, que ça repousse, in fine, c'est une forme de trogne aussi derrière. Et ce patrimoine est réellement en train de se dégrader. L'IRD et l'ADL, et je crois qu'il y avait l'IFN dans le partenariat, en tout cas sur la méthodo, ont estimé qu'il n'y avait plus que 850 km de linéaire de haies. Là, il n'y a que les haies par contre, il n'y a pas les ripisylves. En 2015, nous on a pris ce foncier, on a fait une petite analyse diachronique sur le même périmètre, sur les 20 000 hectares de SAU, et on estime qu'en 1990, il y en avait 2500 km. Vu qu'il y avait 2 fois plus de SAU, il y avait possiblement 5000 km de haies à l'époque. Donc on est vraiment dans une situation de dégradation. Alors, pourquoi ça se dégrade? Il y a plusieurs raisons économiques et politiques dans un premier temps. Historiquement, la spéculation foncière, l'urbanisation, peu de protection du foncier agricole, mais aussi plus récemment des politiques et des réglementations nationales et européennes qui sont verrouillantes et qui ont fait que dans la tête de certains agriculteurs, il faut que je défriche maintenant, enfin, il faut que j'arrache mes haies rapidement, parce que dans pas longtemps, je vais être contrôlé et prendre des amendes. Ça s'est vu dans des régions de métropole aussi, hein. C'est pas la règle générale, mais en tout cas, il y a des comportements qui reflètent cela. Et puis, il y a plusieurs raisons agronomiques et d'économie agricole. Donc, maladie de la banane, la cercosporiose, les contraintes à la mécanisation de la canne, l'érosion localisée de la pâture parce que l'arbre fait trop d'ombrage, les bois tombés. Bon, toutes les raisons, quand on creuse et qu'on discute avec les agriculteurs, elles ont tout un dénominateur commun. C'est une contrainte à l'entretien, et notamment liée à l'absence de débouchés du bois. En fait, ils préfèrent arracher ça aujourd'hui. On a moins de personnel sur les exploitations, donc forcément on arrache les haies parce qu'on n'a plus le temps de les entretenir et pas les moyens économiques. Et alors, au point que les quelques reliquats, aujourd'hui on les entretient, je suis désolé de le dire, mais ils les entretiennent à la pelle et au godet. Voilà. Là vous avez un exemple d'une haie champêtre, état initial en haut et puis état final en bas. C'était une haie qui faisait 7 mètres. Alors je comprends très bien l'agriculteur qui se dit j'ai quand même une sacrée surface de pâture qui disparaît là sous cette haie-là. Je veux bien la réduire sur mon fil de clôture. Ça je le comprends. Par contre attaquer au godet et faire éclater les branches, ça c'est des pratiques qu'il va falloir faire disparaître très rapidement. Et là-dessus la filière biomasse et les entrepreneurs qui travaillent avec nous sont dans une procédure d'amélioration continue justement de ces pratiques-là. Et donc là, ça c'est des essais pilotes qu'on a fait le mois dernier. Donc tout le mois dernier, en fait, on a mis en place un réseau de placettes permanentes
sur les différentes typologies de haies de la Martinique, qui visera justement à faire un suivi dans le temps des accroissements réels, parce qu'en fait, il y a une énorme biodiversité et un grand nombre d'essences forestières en Martinique. On ne connaît pas la phénologie, leur comportement, leurs accroissements, aussi bien qu'on connaît les arbres ici en métropole. Donc on a tout à apprendre, on est en train de construire ça, et on a besoin de dispositifs qui vont nous permettre d'adapter les itinéraires sylvicoles derrière. Et donc ça, c'est justement exactement le même type de haie qu'on a vu précédemment éclater au godet. Là, on a fait intervenir des grimpeurs et lagueurs, travailler à la tronçonneuse. On s'est mis d'accord sur le maintien, en tout cas, de la strate haute, ce qu'on voit sur comment s'appelle, la photo panoramique en bas. Et malgré une intervention relativement assez légère et de remise en état de cette haie-là, on a récolté entre 175 et 190 tonnes par kilomètre. Et on estime que les accroissements à terme sont entre 15 et 20 tonnes par kilomètre et par an. On prévoit des cycles d'entretien à peu près tous les 4 à 6 ans. Et là, on est sur un bois qu'on appelle le Campeche. C'est un bois qui est originaire du Mexique, qui était utilisé pour d'ailleurs faire un colorant en médecine, et qui a une densité absolument énorme, 1,3-1,4 en frais, et une humidité à peu près de 35%. Alors c'est de l'or en barre hein, pour un combustible, un bois super dense avec une humidité relativement faible, c'est génial ça. Voilà. Alors je reviens à nos filières locales. Pour la culture de la banane, la haie, elle avait historiquement principalement une fonction de brise-vent. Pourquoi? Parce que quand les bananeraies sont soumises au vent, les feuilles sont lacérées. Quand elles sont lacérées, il y a à peu près entre 30 et 40% de perte en rendement. Donc on a moins de surface agricole, si on pouvait quand même garantir au moins des rendements importants. Voilà, la haie a toute sa place aujourd'hui dans la filière banane. C'est également un outil pour lutter contre la dérive des traitements phytosanitaires. Je pense que vous avez entendu parler des problèmes de chlordécone. On va dire que la population locale est assez heurtée encore aujourd'hui là-dessus, et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les médias. Après, tous les effets qu'on connaît, gestion efficace de l'eau, matière organique, apport de biodiversité. Alors juste un point, je rappelle un truc, c'est qu'une haie brise-vent, c'est pas un mur. C'est parce que dans les années 90, on a fait des expérimentations en voulant faire le truc le plus opaque possible. Une haie brise-vent, c'est quelque chose qui filtre et ralentit le vent. Et c'est la succession de haies qui augmente la rugosité du territoire et qui permet justement de limiter les effets destructeurs des vents. Il ne faut pas s'amuser, c'est comme l'eau, il ne faut pas s'amuser à détourner le vent. Alors voilà, donc là, une des plus belles haies moi, que j'ai répertoriées en Martinique, qui fait 7 km de long et qui est pile à la perpendiculaire des vents dominants. Le seul souci, c'est qu'elle fait quasiment 22-24 mètres. Quand le cyclone Maria est passé là, il y a quelques mois, on s'est retrouvé avec des branches, des charpentières entières de 10-12 mètres dans les bananeraies, donc avec une casse et une perte économique directe. Donc là, l'idée, c'était de les rabattre, de les redescendre à peu près à 8-10 mètres. Et encore, le propriétaire est arrivé à la fin, nous a dit que vous auriez pu descendre encore de 2 ou 3 mètres. Et si vous voulez, ces arbres-là, donc ça c'est un tabébouya, c'est la même famille que l'ébène, sauf que c'est un bois qui est relativement peu dense et qui a une croissance hyper rapide. Et c'est celui-là qui fait les plus belles trognes, ce que j'appelle les trognes en épi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y a une charpentière qui sort, elle casse pendant les cyclones, puis il y en a une autre qui repart de l'autre côté, etc. Et puis à la fin, il y a 3 ou 4 branches principales à la verticale. Et là, on s'est amusé en fait à redescendre les charpentières de manière à venir combler les trous dans la haie. Enfin, quand ça va repousser, ça devrait combler relativement efficacement la haie. Voilà. Et là-dessus, donc pareil, des coefficients de production entre 175 et 200 tonnes pour la remise en état. Et on est sur des accroissements de 20 à 25 tonnes par kilomètre par an. Juste, je précise, les données, on vient juste de... La semaine dernière, j'étais avec la tronçonneuse, avec les entrepreneurs. On est juste en train de finir de les traiter, donc c'est des ordres de grandeur. Les données réelles, elles seront définitivement traitées et publiables dans le mois prochain. Voilà, très bien. Alors ça, par contre, je lance un appel au centre de recherche. Je ne vais pas m'étaler très longtemps là-dessus, mais aujourd'hui, on a besoin de créer, de développer des modèles de vent qui permettront d'être des outils à la décision pour les planteurs de bananes, en fonction des haies existantes, des contraintes d'accès des parcelles, de la topographie, des contraintes de traitement phytosanitaire. Il faut qu'on arrive à construire un modèle qui permet d'optimiser la position des haies pour qu'il y ait un investissement qui soit le plus efficace possible derrière pour eux. Parce que planter une haie, 1 km de haie, ça coûte cher quand même. Alors,
Maintenant, je passe à l'élevage. Alors, Martinique, il y a banane, canne, élevage. Hein. Je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. Un tiers, un tiers, un tiers. Pour l'élevage, apport d'ombrage aux animaux, bien-être animal, gain de poids en saison sèche. Production de fourrage protéique, donc une production de fourrage qui est augmentée par les feuilles issues de ces branches. Production de fourrage améliorée. Juste un petit point là-dessus, nous on bosse, on est en échange régulier avec la Colombie, la Corpoica, le Catier au Costa Rica, l'Embrapa au Brésil, on bosse assez régulièrement avec eux. Juste le fait d'apporter de l'ombrage à des vaches laitières, ça permettait d'augmenter de 15% la production de lait. Le fait d'apporter de l'ombrage et en plus de la protéine avec un arbre que je vais vous présenter juste après là, qui s'appelle le Glyciridia, ça permettait d'augmenter de 25 à 30% le gain de poids des animaux sur du taurillon à l'engraissement. Donc il y a un vrai potentiel à redévelopper là aussi pour des facteurs de production agronomique derrière. Et puis la fonction principale est dans le paysage martiniquais, c'est le porte-fil, c'est de porter la clôture. Alors voilà, là on est sur une essence qui s'appelle le Glyciridia, qui est très très développée dans toute l'Amérique, qui est développée aussi dans une partie de l'Afrique. Là il y a différents modèles de gestion, ça c'est un premier modèle. Qui est sur des coupes annuelles à bisannuelles. Donc c'est vraiment des petites trognes à 1,20 m, comme un petit mûrier, qui sont taillées tous les ans ou tous les 2 ans. La production, c'est à peu près 30 à 40 tonnes par kilomètre par an de bois frais et 20 à 25 tonnes de fourrage complémentaire. C'est-à-dire que chaque arbre peut produire 60 kg de bois et 40 kg de fourrage par an. Voilà. Et puis la densité, en plus, elle est supérieure à 1 sur le bois. On n'aurait jamais pensé avec ces accroissements-là. Glyciridia, il y a 2 autres manières de le gérer. La première, donc j'ai pas mis de photo pour cette méthode-là, c'est de le laisser en auger. Donc on ne lui coupe pas le bourgeon apical. On va avoir une forme de chêne à la fin. Et sinon, il y a d'autres formats, donc c'est ceux-là, qui sont des trognes qui ont été abandonnées. Donc il y a eu une dizaine ou une quinzaine de rejets, et puis dessus, il n'y en a que 3 ou 4 qui ont été sélectionnés avec le temps. Et donc en fait, on remet en état les trognes. Donc là, c'est un petit peu pareil que le modèle qui était présenté hier. On maintient toujours un tire-sève sur la première intervention, parce que sinon on a peur que l'arbre crève derrière. Et donc pareil, je ne rentre pas dans les détails de productivité, mais c'est pareil, c'est assez intéressant. Et là, sur le chantier qu'on a fait, vous voyez les vaches, on avait un troupeau d'un côté de la clôture et de l'autre. J'avais les ouvriers qui ont passé la journée à crier dessus, parce qu'on était tout le temps en train de tirer les branches, elles étaient en train de nous choper les feuilles par derrière. Donc voilà. Et puis donc un dernier modèle d'arbre qui peut être utilisé aussi dans les élevages. Donc là vous avez un Enterolobium cyclocarpum, appelé oreille de mulâtre là-bas. Pas super nom. C'est des têtards sur charpentière. Donc cet arbre-là, il a 16 ans. Il y a eu une première taille de forme à peut-être 3-4 ans, on n'est pas sûr de la date, et une vraie formation des charpentières à 12 ans. Et donc là, entre 12 ans et 16 ans, on vient d'exploiter cet arbre-là, on a sorti 10,5 tonnes sur l'arbre. C'est-à-dire qu'il y a 2 tonnes d'accroissement par an sur l'arbre. C'est assez énorme. Donc je vous laisse juste imaginer un modèle agroforestier de sylvopastoralisme où on met des glyciridia qui portent les clôtures tout autour et une cinquantaine d'arbres à l'hectare. Je ne vous raconte pas le volume de fourrage complémentaire, le stockage de carbone et la production de bois pour la centrale derrière, tout en étant renouvelable et en améliorant les conditions de vie de l'animal et les qualités paysagères. Alors, Enterolobium, je parle du samana aussi, qui est un arbre que le CIRAD avait planté beaucoup sur la côte ouest de Nouvelle-Calédonie. Celui-là, il a l'intérêt, en plus, de faire tomber les gousses vertes en plein pic de stress hydrique, ce qui fait que ça permet de compléter en période de disette, entre guillemets, pour les vaches. Et puis, tous les flamboyants sont très intéressants aussi. Alors, j'en viens, on a des filières qui ont besoin de haies, qui en ont déjà, mais c'est des reliquats. Par contre, elles n'arrivent pas à les entretenir, elles n'ont pas les moyens. Et puis en face, on a un industriel qui vient de s'installer, qui, lui, crée un marché local. Cette centrale de cogénération fournira donc de la vapeur à la sucrerie du Galion, c'est la dernière sucrerie des Antilles, c'est ça? Ouais. De Martinique, pardon. C'est la dernière sucrerie de Martinique. Et elle fournira 15% des besoins électriques de l'île. Elle fait une puissance de 36,5 MW et consommera en moyenne à peu près 350 000 tonnes de biomasse par an. Et juste son plan d'appro va évoluer dans le temps. C'est-à-dire que là, pour démarrer, on démarre de zéro. Toutes nos filières, on est en train de les structurer de but en blanc. Ça fait 14 mois que moi je suis sur la filière bocage énergie. Il n'y avait rien de créé au départ.
Donc d'abord, on va démarrer avec les déchets de bagasse, donc les déchets de la sucrerie, c'est les déchets de canne à sucre, les déchets lignes du territoire, et puis on va devoir importer des pellets qui viendront des États-Unis, qui normalement sont certifiés gestion durable. Et dans un second temps, on va structurer donc les filières locales, et la filière bois, bocage, énergie est considérée comme la plus prometteuse. Et surtout, depuis qu'on a fait les essais pilotes le mois dernier, on s'est rendu compte que toutes nos estimations d'accroissement qu'on avait mis dans les plans de gestion de haies sont très très largement sous-évaluées. Au moins, on était conservateur. Voilà. Donc l'objectif, c'est en 2023 d'atteindre à peu près 150 000 tonnes annuelles de production locale dans l'approvisionnement de cette centrale-là. Et juste un petit point, cette centrale, elle a été élue au CREF, le Forum sur les énergies renouvelables des Caraïbes, comme meilleur projet de biomasse sur 50 pays dans la Caraïbe. Voilà. Alors, notre travail, donc là je vais passer assez vite, mais c'est en 3 volets en fait. On a travaillé depuis 14-15 mois. Le premier volet, c'est la ressource. Donc il a fallu dans un premier temps définir les typologies. Là, je remercie énormément les copains de la Normandie, parce que le 15 décembre 2016, je ne sais pas si les voir, on est en train de se poser la question, est-ce qu'on rentre par la clé environnementale, la clé fonctionnelle ou pas? Non, non, la clé architecturale, parce que ça conditionne les outils pour pouvoir entretenir derrière, c'est déjà très bien. Ok, bon, on est resté là-dessus, donc on a une approche, une critérisation architecturale des arbres qui permet de définir un itinéraire technique en face. Ensuite, on est en train de rédiger un guide de gestion sylvicole et de gestion durable des ressources. C'est un document évolutif qui va notamment être alimenté par le réseau de placettes permanentes et des observations qu'on refera tous les ans. On a fait des expérimentations en plantation, mis en place le réseau de placettes permanents, et on a rédigé à peu près 6500 hectares de plans de gestion de haies là, en 8 mois, et sur à peu près une trentaine de propriétés. Et là, il y a un exemple qui me semble être l'exemple des Rhum Trois-Rivières. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, le Rhum Trois-Rivières. Voilà. Oui ? La cuvée des moulins. Ah bon, très bien, il y a les connaisseurs. Le volet numéro 2, c'est nos entrepreneurs. Donc on a consulté une dizaine d'entreprises locales qui étaient pressenties pour avoir une certaine affinité, ou en tout cas, on ne cherchait pas un modèle économique au départ, on cherchait quelqu'un qui avait un raisonnement, une construction, qui pouvait avoir une certaine affinité avec les bois. Et l'air de rien, on arrive à trouver des choses surprenantes en Martinique, comme notre ami Ch'timi là en haut, qui avait déjà fait de la haie, de l'entretien de haies dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc du coup, sur cette dizaine d'entrepreneurs, on en a sélectionné 2. Et ces 2 entrepreneurs, d'ailleurs, on va les spécialiser. C'est-à-dire que Gérard, qui est en haut, va travailler plutôt sur les haies du sud de la Martinique, qui sont des haies, enfin des régions méso-xérophiles et xérophiles, donc des haies relativement basses, donc avec de la petite mécanisation. Et Alain, qui a froid là, parce qu'il était en déplacement en Auvergne au mois de novembre, on voit qu'il lui tarde de rentrer à la maison. Lui va travailler plutôt sur les haies du Nord, qui sont des arbres de Auger, des grands arbres, et qui, lui, a une entreprise de paysagisme, et qui a plusieurs équipes d'élagueurs grimpeurs, etc. Donc il est habitué à travailler en hauteur, donc ça ne lui pose pas de problème. Donc on les accompagne aujourd'hui au niveau technique, on les forme, on les informe sur le machinisme, on fait de la veille technologique, on fait des missions de benchmark, notamment on est venu en métropole donc au mois de novembre. Là-dessus, on a eu toutes les portes ouvertes par 2 personnes, donc Jacques Proy qui travaille avec moi, qui est responsable de l'approvisionnement de la centrale de Commentry dans l'Allier, donc il connaît tous les fournisseurs de bois dans la région, tous les fournisseurs de matériel, et Sylvie Monnier, je ne sais pas où elle est, et Sylvie Monnier de la mission Haies Auvergne qui a pris une demi-journée avec nous, qui nous a fait un cours magistral et qui a eu un impact absolument génial sur les entrepreneurs, sur la conception qu'on est en train de faire vraiment une filière d'élite, d'entretien de qualité, et qu'on remplit énormément de rôles pour la collectivité, pour les agriculteurs. Voilà. Et puis donc on les a formés aussi sur les chantiers pilotes. Et puis là, on est en pleine phase de contractualisation. Donc là, c'est la phase douloureuse, en pleine négociation avec les industriels, afin de sécuriser le plan d'approvisionnement. Voilà. Donc c'est des entrepreneurs qui vont avoir des contrats d'achat de bois sur 10 ans, renouvelables, avec des conditions tarifaires qui sont indexées sur les prix, sur les indicateurs d'inflation de l'INSEE, etc. Et qui ont dans ces contrats-là, et spécifié tout un modèle de fonctionnement, tout un tas de règles aussi à respecter derrière. Et il y a également une convention, alors bipartite ou tripartite, on n'est pas encore d'accord, qui sera signée entre le propriétaire agricole et l'exploitant, ça c'est sûr, éventuellement par l'industriel.
qui vise à, c'est pas un contrat, hein, c'est plus un engagement moral qui vise à respecter le plan de gestion de haies. Tu as cassé une buse, tu la remets en état, enfin bon voilà, en gros c'est état des lieux avant, état des lieux après. J'ai pas fini. Le pôle d'animation. Alors, l'appareil, c'est... moi, je suis bureau d'études, je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps sur le développement de la filière, je coûte un peu cher, donc il va falloir qu'on structure un pôle d'animation qui soit indépendant et qui soit là pour jouer la mayonnaise, entre guillemets, enfin faire le ciment entre les entrepreneurs, les agriculteurs, les OPA, les services publics, etc. Et donc là, on est en train de structurer ça, on s'est posé énormément de questions. Est-ce qu'on fait porter ça par les OPA locales? On a échangé régulièrement avec eux, hein, avec Banamart et la CODEM, donc filière banane et élevage. La CODEM n'est pas très bien financièrement, et puis ils ne souhaitent pas le faire pour l'instant. Banamart, eux, pareil, enfin, entre guillemets, ils sont prêts à mettre des subsides dans le pôle d'animation, mais ne veulent pas le porter pour l'instant. Et puis surtout, il y aurait un risque, la filière banane est très forte, donc de tirer la couverture et d'oublier l'élevage, qui aujourd'hui est le plus fort des potentiels en haies existantes. Enfin, sur les reliquats, c'est l'élevage qui est important. On s'est posé la question de créer une association de nouveau. Le problème, c'est que nous, on a des gros... C'est vrai aussi en métropole, hein, mais on a des très très gros délais avec les fonds européens. Ce qui fait que, par exemple, l'Institut de l'élevage des Outre-mer, qui s'appelait ICAR, a été liquidé financièrement il y a 1 an, après 3 ans de fonctionnement. Donc toute la capitalisation a été perdue là. Voilà. Donc tant qu'on n'a pas stabilisé une filière qui permet d'auto-financer par la vente de bois énergie les postes de techniciens, etc., on a fait appel pour l'instant à la FAF pendant 1 an, pendant 2 ans, on ne sait pas trop, justement pour porter ce poste-là. Et puis après, ils se retireront, et l'idée, c'est d'arriver à positionner une structure indépendante après locale. Bon, on travaille sur les plans de formation avec le FAFCA, on a initié le chantier de rédaction de chartes départementales faible impact, hein, l'ADEME y est sensible. On commence à réfléchir à la mise en place d'un programme de replantation, ça va être inéluctable. Puis plusieurs programmes R&D, donc là je ne rentre pas dans le détail, mais on pourra, si vous avez des questions là-dessus, on pourra en parler en off. Et oui, et j'ai oublié de le mettre, développement des outils de traçabilité et de gestion dynamique par cartographie de tous les plans de gestion de haies. Alors je passe à la Guyane, ça va durer 3 minutes, 3-4 minutes, pas plus. La Guyane, 8,4 millions d'hectares, c'est pas le même. La taille du Portugal, 1/6 de la métropole, et que 260 000 habitants. Qu'est-ce qu'on est tranquille, on a de la place. Oui, effectivement. Par contre, nous, on a une surface agricole qui augmente, on est vraiment une terre d'avenir pour l'agriculture. Par contre, bon, historiquement, on n'a pas géré très bien l'aménagement agricole. Je ne vais pas m'étaler très longtemps là-dessus, je jette la pierre à personne. Très peu de personnel dans les services publics, très peu de contrôleurs, techniciens dans les OPA et dans la Chambre d'agriculture. C'est sûr qu'on on a fait avec les moyens du bord pendant un certain temps. Donc le développement agricole se fait sur la forêt primaire, à travers des attributions de bois amphithéotiques, et avec obligation de la mise en valeur. Et pendant longtemps, la mise en valeur, c'était assez binaire. Forêt, pas forêt. Ça, c'est une mise en valeur, il y a 5-6 ans en arrière. Ça suffisait à dire qu'il y avait une mise en valeur. Voilà. Je caricature à peine. D'ailleurs, à l'époque, il y avait très peu d'études qualitatives des terrains préalables, à part la vieille carte de l'Orstom et de l'IRD, qui est déjà très bien, mais qui n'est pas adaptée à l'échelle de la parcelle. Donc quand vous attribuez 100 hectares à un agriculteur qui avait un PDE, donc un programme de développement économique sur 100 hectares, eh bien, quand il se retrouvait aménagé, j'ai 20 hectares de marécage, et puis j'ai 30 hectares avec des pentes à 60%. Donc son plan de développement économique, son business model, ne tenait plus la route. Voilà. Donc, et puis pareil, on travaille en site isolé, pas forcément de piste, pas d'eau, pas d'électricité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On y va avec la pelle ou le bulle, on fout par terre, on mettait le feu, c'était ce qu'il y avait de plus rapide. Voilà. Donc la notion de haie de replantation, aller expliquer à quelqu'un qui vient de se battre contre 600 tonnes à l'hectare de bois, qu'il va falloir qu'il replante derrière, c'est un petit peu difficile. Alors toutefois, il y a eu beaucoup de changements et de repositionnement des services de l'État, et ça c'est très favorable. Notamment ils ont lancé le programme, ils nous ont lancé une étude AgroForBio, qui était un livret de vulgarisation en 2014. Et depuis ce temps-là, donc c'était
Vincent Apt, qui est aujourd'hui au ministère d'ailleurs, qui nous avait lancé ça à l'époque. Maintenant, on commence à systématiser les études préalables d'aménagement avec une logique trame vert, trame bleu, zones tampons privilégiées pour les activités agroforestières ou agroécologie, des zones de plantation forestière. Enfin, on commence à avoir une démarche qui est normale, quoi. Et on a énormément de développement également avec la Chambre, les associations agricoles et les centres de recherche sur la formation, les programmes de recherche RITA, Ecophyto, et qui tendent vers le développement de nouvelles pratiques. On a énormément d'échanges aussi avec les Brésiliens à côté. L'Embrapa est un centre de recherche absolument formidable en version appliquée. Et ils ont 30 ans d'avance sur nous. Et voilà. Et puis pareil, nous, c'est un ressenti depuis 2-3 ans au niveau de la pépinière. Les demandes de plants forestiers, agroforestiers, des fruitiers sciaphiles, donc le cacao, les vanilles, des trucs comme ça, et les palmiers, notamment pour le développement de haies, d'arbres champêtres et de systèmes agroforestiers deviennent de plus en plus prépondérants. Donc on a une mutation des pratiques agricoles avec les nouveaux JA qui arrivent. Et on a également la volonté de développer des plantations forestières, d'arrêter d'aller taper dans le massif primaire et d'ouvrir des pistes à coût de 100 km et de millions d'euros. C'est l'ONF qui demande à ce qu'on trouve d'autres solutions que d'aller faire ça. Et le CIRA a des porteurs de projets d'ailleurs sur des essais plantations avec nous. Donc il y a un marché de plantation qui est en train d'arriver. Mais ça ouvre les haies, ça ouvre les systèmes agroforestiers intraparcellaires, ça ouvre les plantations dédiées forestières, etc. etc. Donc 2 slides encore. Oui, 2 slides. Donc du coup, nous on a déposé avec la société agricole de ma femme, donc la SCEA l'agroforestière que j'avais mis au tout départ, un appel à projet, c'était appel à projet à Montforestier, porté par le ministère de l'Agriculture. On a été retenu, on a été lauréat. Et on travaille en partenariat avec toute l'interprofession bois, l'ONF, le CIRAD, sur justement la création d'une banque de collection de semences. Ça ne sert à rien d'envisager des grands programmes de plantation si aujourd'hui on n'a pas de matériel végétal. Et d'ailleurs, je précise juste une chose, c'est que nous, sur la pépinière, on est bio, on va faire certifier à terme, je pense, les plants en PEFC, et notre philosophie, c'est de travailler avec du matériel végétal local. Alors, on n'a pas encore réfléchi à la certification du label national. On commence à en discuter en off là quand on est au café. Le débat est ouvert, mais il faudra adapter la charte à nos conditions guyanaises. Voilà, donc l'objectif, alors je passe cette diapo, j'y vais directement sur les 3 axes, et c'est la dernière diapo. Le premier axe de ce projet-là, c'est récolte raisonnée de MFR, matériel forestier, de semences sur des forestiers, des essences forestières. Identifier les essences cibles, donc là on a une approche assez collégiale avec l'ensemble des personnes qui peuvent être intéressées, donc à la fois le monde agricole et à la fois le monde forestier. Organiser et encadrer justement la récolte. Le deuxième volet, c'est l'expérimentation de conservation de ces MFR. Donc mettre en place une unité de conservation, donc une sécherie. On sera très loin de la sécherie de l'ajout, hein. Je vous rassure, ça c'est clair. Par contre, il y a énormément de recherches sur les tests et procédures de séchage et d'évaluation de la qualité des semences. On n'a aucune donnée là-dessus, on démarre pareil, à zéro. Et le troisième axe, c'est bancarisation et transfert. Donc organisation du processus de commercialisation avec une traçabilité et une reconnaissance de la qualité. L'ensemble des résultats seront diffusés via le CTFBG, donc c'est le Centre technique du bois et de la forêt de Guyane, qui est un petit peu la structure d'animation locale, et aux acteurs de la filière et de manière dématérialisée via le web. Voilà, je vous remercie.